Comme vous l'avez dit, on va voir ensemble les presque accidents et pourquoi les remonter, pourquoi les analyser, et puis voir la démarche qu'on a mis en place nous dans l'entreprise. Donc pour commencer, un petit rappel sur les définitions. Donc peut-être que presque accident a été abordé dans la journée, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment défini exactement ce que c'était. Donc voilà, un presque accident, c'est un événement indésirable ne produisant aucun dommage, comparé à l'accident qui lui va produire des dommages. Et puis on a mis aussi la définition de l'incident qu'on peut parfois avoir tendance à confondre avec le presque accident. Et donc lui, l'incident, ça va être un événement désirable qui va conduire à des dommages, mais plutôt pour les installations, les matériels, les process industriels ou alors pour l'environnement. Donc là, nous vraiment, on va vraiment parler du presque accident, donc l'événement désirable qui produit aucun dommage sur les personnes. Pourquoi les remonter, pourquoi les analyser? Donc c'est une liste non exhaustive, c'est les points pertinents que nous on a trouvé chez Socaf. Donc premièrement, ça va être donner une vision réelle du terrain. C'est vrai qu'on parle souvent de la différence entre le travail prescrit et le travail réel. L'importance d'avoir des remontées du terrain et notamment des presque accidents qui peuvent révéler des dysfonctionnements dans les organisations, ça va être justement les traitants arriver à réduire ce fossé entre le travail prescrit et le travail réel. Ça va être d'anticiper aussi les potentiels accidents futurs. On verra juste après qu'il y a un lien, potentiellement un lien entre les presque accidents et les accidents. Ça va être aussi l'objectif, détecter les événements à haut potentiel de gravité, qu'on appelle HPG ou HIPO dans certaines entreprises. Pareil, on verra juste après la diapo d'après qu'il y a des presque accidents, mais ils n'ont pas forcément tous le même potentiel de gravité. Si on a une démarche de gestion des presque accidents, d'analyse, de traitement de cela, si elle est efficace, elle est efficiente, ça va favoriser l'implication des salariés. Ils vont avoir tendance à vouloir faire remonter des informations de ce qui ne fonctionne pas, des situations dangereuses qu'ils rencontrent. Et donc voilà, ça va être moteur, on va dire, dans la culture sécurité. Ensuite, les faire remonter, ça va enrichir tout ce qui est le retour d'expérience. Et puis tout ça, ça va forcément renforcer la culture sécurité de l'entreprise et participer à la démarche de prévention de l'entreprise. Presque accident, j'étais un peu obligé de vous parler de la pyramide de Bird. Donc c'est la représentation en pyramide du principe que la probabilité qu'un accident grave survienne augmente avec le nombre de situations dangereuses. Donc en gros, plus on va avoir de presque accidents, potentiellement on peut avoir un nombre plus important d'accidents mortels. Cette représentation, elle a des limites, c'est que tous les presque accidents n'ont pas forcément le même potentiel de gravité. Si j'ai fait 600 fois, j'ai failli me couper avec une feuille, et 600 fois, j'ai failli me faire écraser par un engin de chantier, le potentiel de gravité, il n'est forcément pas le même. Et puis si on construit notre démarche d'analyse et de traitement des presque accidents sur ce principe-là, on risque, on va se concentrer sur la quantité. La quantité, on va vouloir analyser tous les presque accidents et on va peut-être passer à côté de la qualité et donc des événements qui ont le plus haut potentiel de gravité. Donc cette pyramide de Bird, qui est un petit peu ancienne, si je puis dire comme ça, a évolué dans le temps avec le diamant de la prévention, qui lui est un principe qui définit que tous les événements n'ont pas la même gravité potentielle, comme je vous l'ai dit avec mon exemple. Et en fait, l'enjeu va être vraiment de se focaliser sur les presque accidents qui ont un haut potentiel de gravité. Et donc, si on arrive à gérer en fait ces presque accidents, on devrait avoir moins d'accidents mortels. Ensuite, comment mettre en place cette remontée d'accidents? Comment nous, on a réfléchi en interne chez Socaf? Déjà, on a réfléchi à cadrer la démarche, désigner un pilote, un suivi, qu'est-ce qu'on veut suivre, l'objectif, est-ce qu'on se met des indicateurs? Donc voilà, on a désigné tout ça. Ensuite, on a mis en place un outil de remontée simple. L'objectif, c'est que ce soit les opérateurs de chantier, chez nous de chantier, qui fassent remonter les informations. Donc si c'est un outil complexe et qui n'est pas bien compris, ils ne vont pas pouvoir l'assimiler et ils ne vont pas l'utiliser, donc les informations ne remonteront pas. Donc ça va devoir mettre un outil en place assez simple. Ensuite, créer un circuit d'analyse. Une fois qu'on a eu l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Qui va la traiter? Déjà, est-ce qu'on sélectionne tout? Est-ce qu'on analyse tout? Est-ce qu'on vraiment sélectionne certains presque accidents? Quand est-ce qu'on va analyser? Comment on analyse? Donc dans la journée, je crois qu'il y a eu plusieurs méthodes d'analyse qui ont été présentées. Donc voilà, il faut arriver à définir ça. Comme ça, quand on a un événement qui arrive, on sait déjà d'avance comment le traiter.
Et puis ensuite assurer donc il y a forcément un retour d'expérience. Dans le retour d'expérience, j'inclus le fait de faire un retour aux salariés quand ils font remonter un événement dangereux, un presque accident. Voilà, s'il y a des choses qui sont mises en place derrière, ça c'est important qu'ils aient un retour aussi sur le terrain de ce qui a été fait pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de la démarche et puis que pour les fois d'après, voilà, ils soient moteurs dans la démarche. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, forcément il faut le présenter à toute l'entreprise, donc aussi bien auprès des opérateurs que l'encadrement et de la direction. Voilà, donc ça c'est un peu la base théorique de comment on a réfléchi à la démarche. Et donc chez nous, Chez nous, donc la démarche, donc le pilote, c'est assez facile vu qu'on a un préventeur qui est moi-même. Donc forcément, ça rentre dans les fonctions d'un QSE de s'occuper de ces problématiques-là. Donc voilà, dans les entreprises où il y a aussi des HSE, des QSE, en général, ça retombe chez nous forcément. Mais sinon, dans les plus petites entreprises, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver quelqu'un qui peut gérer en fait cette démarche-là. Donc voilà, peut-être déjà, il faut demander s'il y a des volontaires, j'imagine. C'est toujours plus facile quand on est volontaire dans une démarche de s'impliquer dedans. Après, voilà, quelqu'un qui est aussi bien proche du terrain que proche de l'exploitation, voilà, ça peut être, je pense, avoir une fonction assez transversale, c'est important pour ce type de démarche-là. Ensuite, nous, la présentation de la démarche, comment on l'a fait? Déjà, ça s'est fait au niveau du CODIR pour la direction. On a parlé de cette démarche-là. Ensuite, au niveau de l'encadrement, ça a été fait durant nos points QSE qui sont mensuels. Donc là, on a tout l'encadrement de travaux, donc on appelle les conducteurs de travaux, les chefs de secteur, les différents responsables matériels et bureaux d'études. On en a parlé à cette occasion. Ensuite, on en a parlé à nos chefs de chantier durant notre journée des chefs qui se déroule tous les débuts d'année pendant notre période de formation. Et la démarche, en plus de ça, a été présentée à toute l'entreprise lors de notre journée de lancement qui se déroule à chaque fin d'exercice comptable. Donc voilà, au moins comme ça, on avait touché tout le monde, de la direction jusqu'aux opérateurs chantiers. Donc tout le monde a été au courant de la démarche et puis ce pourquoi on la faisait et l'intérêt. Ensuite, il faut que le pilote il soit quand même accepté au niveau des opérateurs et l'encadrement. Je pense que c'est important voilà, que il y a une notion de confiance, on va dire, qui peut arriver dans ces problématiques-là. Et c'est important que le pilote il soit vraiment intégré dans la démarche, il soit pilote, il soit assez proche des opérateurs et aussi de l'encadrement pour qu'il y ait une synergie dans cette démarche-là. Et puis il faut aussi en fait, parler du sujet. Donc nous, c'est un point qu'on a mis à l'ordre du jour de tous nos points QSE et lors des visites de chantier. Au même titre qu'on avait à chaque point QSE, on abordait les non-conformités au niveau plutôt qualité. Et là, on va parler des presque accidents. Est-ce qu'il y a eu des presque accidents dans le mois qui s'est déroulé? Oui ou non? Est-ce qu'on en parle? Et en fait, le fait d'en parler, on espère que ça va faire en sorte que les gens vont prendre à la démarche. Ensuite, pour parler de l'outil, donc ça a été assez facile de trouver chez nous parce qu'on a déjà en fait une application interne qui est utilisée, donc qui est accessible sur téléphone, ordinateur et tablette. C'est pas une application obligatoire qu'on utilise dans nos processus. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué qu'on avait 90 utilisateurs sur 90 salariés. Donc c'est qu'en fait vraiment tout le monde l'utilise, tout le monde s'en sert, tout le monde y a accès. Donc c'était un bon moyen pour mettre en place cet outil-là et la thématique des presque accidents. Donc là, vous voyez la page d'accueil de notre application. Donc on a un petit volet RH, un volet sécurité, un volet chantier et un volet CSE. Donc dans le volet sécurité, on a inclus un volet presque accident. Donc quand on clique dessus, ça donne accès à un formulaire à remplir. Donc déjà, on redéfinit ce qu'est un presque accident, comme ça les gens peuvent savoir la définition de ce que c'est. Et puis ensuite, on a fait vraiment très simple. Donc, on a forcément le nom de la personne, pour qu'on puisse savoir qui remonte l'information, la date de l'événement, le chantier concerné, qu'on puisse ensuite revenir vers les personnes concernées sur le chantier. On demande la description de la situation rencontrée. Donc voilà, une description assez simple. Là, le but, c'est vraiment pas de faire l'analyse sur ce formulaire, c'est vraiment d'avoir déjà la première prise de contact, on va dire. Donc vraiment être sommaire, décrire ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a mis en œuvre quelque chose à la suite de ce presque accident? Je sais pas, peut-être quelqu'un a failli tomber dans une tranchée qui n'était pas balisée. Ok, du coup, on a mis en place un balisage aux abords de la tranchée.
Et puis il y a aussi possibilité donc, de joindre une photo directement depuis l'application. Donc les personnes prennent avec leur téléphone portable ou leur tablette une photo, et puis elles mettent en pièce jointe le fichier. Et ensuite, quand elles appuient sur envoyer, ça tombe directement dans mon adresse mail, vu que je suis le pilote de la démarche. Et donc moi, je peux retrouver voilà, toutes les informations du formulaire qui a été rempli. Et ensuite, une fois que j'ai cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien là, donc moi, je retourne vers les personnes qui ont fait remonter le précis accident. Donc là, on va sur chantier pour recueillir les faits. Voilà, savoir ce qui s'est passé, autant avec les chefs de chantier, les opérateurs sur le chantier, et puis avec l'encadrement. Parce que des fois, l'encadrement aussi peut avoir des informations importantes sur le climat autour du chantier, enfin des choses que les opérateurs de terrain n'ont pas forcément. Donc toute une discussion à ce niveau-là. Directement sur chantier, on attaque à parler un peu des causes, de l'analyse des causes. Car très fréquemment, elles sont déjà connues sur le chantier, ils ont connaissance de leur métier, ils savent vraiment ce qui peut avoir péché. Ensuite, je fais personnellement la formalisation, on va dire. Donc l'arbre des causes, nous on utilise la méthode de l'arbre des causes pour tracer ce genre d'événements-là. Et ensuite, on fait un retour auprès de l'encadrement. Voilà, si moi j'ai pu, durant l'arbre des causes, avoir identifier des causes supplémentaires, je retourne vers eux, on en discute, on décide des actions qu'il y a à mettre en place, et ensuite ces actions, elles sont tracées dans notre plan d'action et suivies via cet intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a comme suivi? Donc on a choisi 3 indicateurs, donc forcément le nombre de presque accidents remontés. C'est quand même intéressant de savoir combien on en a eu sur une année. Ensuite, le ratio de presque accidents à haut potentiel de gravité par rapport au nombre de presque accidents remontés. J'anticipe peut-être un peu une question qu'il pourrait y avoir, c'est comment on définit qu'il est à haut potentiel de gravité ou qu'il ne l'est pas. Ça va être s'il y avait eu accident, s'il aurait pu entraîner un arrêt de travail. C'est ça qui nous permet de déclencher une analyse, on va dire, sur tous les presque accidents qui sont remontés. Et puis la dernière, c'est le nombre d'actions mises en place. Voilà, sur tous les presque accidents qu'on a pu analyser, combien d'actions on a mis en place à la suite de ces analyses. Et pour terminer, une petite information sur les freins et les pièges que nous on a pu identifier. Alors les freins sont plutôt à destination, pour le côté on va dire opérateur. Le frein, ça peut être la peur de se faire réprimander. Suivant la démarche, comment elle est mise en place, il peut avoir peur de ça. La peur de mettre à défaut son collègue ou son supérieur. C'est vrai que il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas forcément le responsable. Ça se trouve, on parlait de l'exemple de la barrière, la tranchée qui n'a pas été balisée. Si le chef de chantier n'avait pas prévu des barrières sur le chantier, est-ce qu'il ne va pas être mis à défaut si je dis qu'il n'y en avait pas sur le chantier, quoi. Donc ça peut être aussi un frein. Le sentiment d'inutilité. S'il y a une démarche en place, mais les salariés n'ont jamais de retour sur les presque accidents qui font remonter, ils vont se dire à quoi ça sert que je fasse remonter des choses si c'est jamais traité et j'ai pas de retour sur ce que je fais remonter. Et puis la surcharge de travail, la peur de se dire si je vais faire remonter quelque chose, ça va me retomber dessus encore, ça va me faire du boulot en plus. Donc ça peut aussi être un frein. Et les pièges, donc ça c'est plutôt dans la conception de la démarche. Je dirais que ça peut être une démarche perçue comme punitive, qui rejoint le fait de la peur de se faire réprimander. Donc le but vraiment de l'analyse, c'est pas de chercher des fautes, mais c'est bien des causes. C'est vraiment de trouver des causes racines où on puisse agir dessus. Mettre en place un outil trop complexe, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais le but c'est que les infos vont venir du terrain. Si le terrain ne comprend pas l'outil, ne l'assimile pas, ils s'en serviront pas et ils ne pourront pas l'utiliser et donc aucune information remontera. L'absence de retour qui rejoint le sentiment d'inutilité. Donc forcément, si on met des actions en place et puis qu'il n'y a aucun retour auprès du terrain, ils ne vont pas comprendre le sens de la démarche. Et puis le pilotage par le chiffre. Comme on en a parlé tout à l'heure, le but, c'est pas d'analyser tous les presque accidents qui sont remontés. Il faut que tous les presque accidents remontent, mais une fois qu'on les a sélectionnés pour les analyser, c'est vraiment ceux qui ont un haut potentiel de gravité qui doivent être traités, quoi. Il ne faut pas vouloir tout analyser
et au final on va se noyer dans une machine qui sera trop lourde. Donc il faut vraiment cibler son analyse et puis expliquer pourquoi certains précis accidents n'ont pas pu être analysés aussi.